Le prix du carbone, on en parle tout le temps comme si c'était la solution magique pour le climat. L'idée de base, elle est simple. Si ça coûte cher de polluer, eh bien, on va polluer moins. Logique. Mais derrière cette simplicité, il y a une question cruciale. À la fin, qui paye vraiment la facture? Et est-ce que cette facture est la même pour un cadre qui vit à Paris et un ouvrier en pleine campagne? Vous allez voir, la réponse est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Allez, voilà le plan de match. On va commencer par les bases. C'est quoi ce fameux prix du carbone et comment ça fonctionne, avec ces deux grands mécanismes? Ensuite, on va plonger dans le dur. Comment ce coût arrive jusqu'à nous, qui prend le plus cher et pourquoi c'est un vrai casse-tête. Et pour finir, on verra à quoi pourrait ressembler une transition qui soit juste pour tout le monde. Alors, comment ça marche exactement? En fait, le principe, c'est de faire payer ce que les économistes appellent une externalité négative. En gros, quand une usine pollue, ça a un coût pour la société. Des problèmes de santé, des dégâts sur l'environnement, mais ce coût, il n'apparaît nulle part sur l'étiquette du produit. L'idée de la tarification du carbone, c'est de forcer les pollueurs à intégrer ce coût social dans leurs propres calculs. Et c'est là que la magie opère. Imaginez, le prix pour émettre une tonne de CO2 est fixé à 40 €. Si une entreprise peut moderniser une machine pour, disons, 30 € et éviter d'émettre cette tonne, eh bien le calcul est vite fait, elle va le faire, c'est plus rentable pour elle. Le prix du carbone devient un signal économique qui pousse à investir dans des technologies plus propres. Ok, donc on a le principe. Maintenant, pour l'appliquer, il y a deux grandes méthodes. D'un côté, on a la taxe carbone, c'est simple, c'est direct. Et de l'autre, un système un peu plus complexe, le marché d'échange de quotas d'émissions. On entend souvent son petit nom, SEQE ou ETS en anglais. Le but est le même, mais la façon d'y arriver est radicalement différente. C'est vraiment une différence de philosophie. Avec une taxe, l'État dit « émettre une tonne de CO2, ça coûte 50 €. Point. Le prix est fixe, ce qui donne de la visibilité aux entreprises. Par contre, on ne sait pas à l'avance de combien les émissions vont baisser. À l'inverse, avec un marché de quotas, l'État dit « cette année, on n'autorise pas plus d'un certain nombre de tonnes de CO2, la quantité est fixée, le résultat pour le climat est donc garanti. Par contre, le prix de ce droit à polluer va monter et descendre au gré de l'offre et de la demande. » Et dans la vraie vie, c'est quel système qui domine? Eh bien, comme on le voit ici, ce sont les marchés de quotas qui couvrent la plus grosse part des émissions mondiales, à peu près 18%. Les taxes, elles, ne couvrent que 5%. Mais le chiffre le plus important, c'est le troisième. 77% des émissions mondiales ne sont encore soumises à aucune tarification. Il y a encore du chemin. On pourrait se dire que ce coût, il reste à la porte des usines. Mais en fait, pas du tout. C'est là qu'un mécanisme économique super important entre en jeu. Que ce soit une taxe ou un marché, le coût, il ne s'arrête jamais. Il se propage dans toute l'économie et il finit par atterrir sur notre ticket de caisse. Ce mécanisme, ça s'appelle la répercussion des coûts ou cost pass-through. Et c'est assez intuitif. Un cimentier qui doit payer plus cher pour ses émissions de CO2, il va considérer ça comme un coût de production normal, au même titre que l'électricité ou les salaires. Et donc, il va l'intégrer dans le prix de vente de son ciment. Au final, c'est le client qui paye. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. On pourrait croire que si une entreprise reçoit ses quotas d'émissions gratuitement de la part de l'État, elle ne va pas nous les faire payer. Eh bien si, elle le fait. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Pourquoi? Parce qu'en utilisant son quota gratuit pour produire, elle renonce à le vendre sur le marché. Ce manque à gagner, elle le considère comme un coût, et hop, il se retrouve lui aussi dans le prix final. Bon, maintenant, on sait que c'est le consommateur qui paye. Mais la question qui tue, c'est est-ce que tout le monde paie la même chose? Plusieurs études ont regardé ça de près, et la réponse est un grand non. Regardez-moi ces chiffres, ils viennent d'une étude menée en France. La taxe carbone pèse pour 0,55% du revenu des 10% de ménages les plus modestes. Pour les 10% les plus riches, c'est seulement 0,21%. En proportion, l'effort est donc presque 3 fois plus lourd pour les plus pauvres. On appelle ça un impôt régressif. Et ça, ce n'est pas juste une ligne dans un tableau Excel. Ça a des conséquences bien réelles dans la vie des gens. Le sentiment d'injustice face à la hausse du prix de l'essence, qui était directement lié à cette taxe carbone, a été l'une des étincelles du mouvement des Gilets jaunes en France fin 2018. Face à cette injustice, la solution semble toute trouvée. Il suffit de prendre l'argent de la taxe et de le redonner aux ménages les plus pauvres pour compenser. Simple, non? Eh bien, en réalité, c'est un vrai casse-tête chinois. Le gros problème, c'est que si on se base uniquement sur le niveau de revenu pour compenser, on passe à côté d'énormes différences de situation. Donner le même chèque à tous les ménages modestes, ça ne règle pas tout, loin de là. Prenez deux familles qui ont exactement le même salaire. L'une vit à la campagne, se chauffe au fioul dans une maison mal isolée et doit prendre sa voiture tous les jours. Elle va subir la taxe de plein fouet. L'autre, en ville, dans un appartement bien isolé et qui utilise les transports en commun, sera beaucoup moins impactée. C'est ce qu'on appelle les inégalités horizontales. Et ce graphique, il illustre parfaitement ce bazar. Chaque ligne, c'est un niveau de gain ou de perte. Et on voit bien que dans chaque catégorie de revenus, même chez les plus pauvres, ça part dans tous les sens. Il y a des ménages qui perdent beaucoup d'argent et d'autres qui en gagnent un peu, même après avoir reçu une compensation. La moyenne, en fait, elle ne veut rien dire.
Et voilà le chiffre qui fait mal. Même si on redistribue tout l'argent de la taxe, plus de 30% des ménages les plus pauvres se retrouveraient quand même perdants à la fin du mois. On pense bien faire, en ciblant les plus vulnérables, mais en fait, on en laisse presque un tiers sur le bord de la route. Bon, on a bien vu le problème, maintenant, comment on s'en sort? Comment est-ce qu'on peut construire une politique carbone qui soit à la fois bonne pour le climat et juste socialement? La réponse, elle n'est pas que dans des transferts d'argent. Le vrai changement, c'est un changement de philosophie. L'objectif, ce n'est pas de signer des chèques tous les ans pour aider les gens à payer des factures de fuel qui explosent, non. L'objectif, c'est de les aider à ne plus avoir besoin de fuel du tout. On passe d'une logique de subvention à une logique d'investissement. Une politique juste, ça repose sur 3 piliers. D'abord, un prix du carbone qui augmente de manière prévisible, pour que tout le monde puisse s'organiser. Ensuite, une compensation plus fine, plus intelligente, qui pourrait prendre en compte le lieu où on habite ou le type de chauffage. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, investir massivement les revenus de la taxe dans les vraies solutions, comme la rénovation des logements ou le développement des transports en commun. Au final, on se rend compte que le débat technique entre taxes et marché n'est plus le vrai sujet. Le véritable enjeu, il est politique, il est social. C'est de s'assurer que cette transition climatique, qui est absolument indispensable, ne se fasse pas sur le dos des plus fragiles. Parce qu'une politique climatique qui n'est pas juste, elle n'est tout simplement pas tenable à long terme.